Bonjour à tous, bienvenue pour cette 13e édition des webinars du grand rendez-vous des professionnels de l'optique. Toujours un plaisir de se retrouver après une petite absence de quelques mois. Voilà, l'idée c'est vraiment de partager, d'échanger, de se retrouver afin de parler de l'actualité et évoquer des synergies possibles. Bonsoir Cédric, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc l'idée ce soir, c'est de parler de l'expérience client. Je pense que ça parle à certains. Donc déjà, avant de faire rentrer nos consultants et nos intervenants, est-ce que ça vous parle, l'expérience client? Comment vous pensez pouvoir l'améliorer? Et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de l'expérience client en magasin? Est-ce que vous avez voilà, des pistes? Ah, ben, il y a plein de monde là, je vois encore des gens s'inscrire, c'est magnifique. On est assez nombreux ce soir, c'est cool. Voilà, donc on va vraiment parler expérience. Voilà, on peut toujours améliorer l'expérience client. Oui, justement, Cédric, mais l'idée c'est de savoir comment, quelle piste. Alors ce soir, on va avoir plusieurs intervenants. On va démarrer avec le groupe Cooper Vision, qui vont nous parler de certaines innovations, parce que je pense également que l'expérience client peut passer aussi par l'innovation, se différencier, apporter d'autres choses, une expertise qui ne va pas être trouvée chez un confrère. Il y a le Figital, effectivement, qui est un lien entre le web et le magasin. Est-ce que vous pouvez développer Thibaut, le Figital, sur quel type de Figital, quel support? Donc je poursuis. Ensuite, on va avoir BBGR Nikon qui vont nous parler donc de dernières nouveautés, d'expérience client également, de voir un peu en termes de marketing, d'aide à la vente, comment aujourd'hui ils peuvent appuyer les opticiens en magasin. Et pour finir, nous aurons le plaisir d'accueillir Marcolin, où on va parler de lifestyle et de sport. Et également, l'expérience client en magasin peut, je pense, être améliorée en travaillant sur un parcours peut-être différent, médical certes, mais en même temps peut-être un peu fun et on aura le plaisir d'échanger donc avec Marcolin et de sport aussi, parce que je pense que le loisir aussi peut faire partie de l'expérience client avec une approche un petit peu moins médicale. Bonsoir, web, mobile, etc. Mais écoutez, sans plus attendre, je vous propose de démarrer notre réunion ce soir. Donc, comme je vous ai dit, on va démarrer avec Cooper, avec Thibaut, qui va être en ligne avec nous dans quelques instants. Et donc, l'idée, je ne sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler des lentilles pour enfants qui corrigent la myopie? Est-ce que ça vous parle? Bonsoir Thibaut. Oui, bonsoir Benjamin, merci de votre appel. Merci. Alors, je pose une petite question. Donc, est-ce que ça vous parle à tous? Donc, les lentilles, vous vous connectez également avec, je crois, votre collaboratrice? Voilà, avec Laure, effectivement, Laure Steve. Alors, Merci. Donc, Natacha, oui, Florence, oui, ouais, la MySite. Bien, Cédric. Ah ouais, effectivement, voilà. il y a, on est Bonjour Benjamin, bonjour Laure. Bonjour Laure. Oui, bonjour, vous m'entendez? Voilà, parlez bien fort, oui, on vous entend. En tout cas, j'ai fait un petit sondage là, et pas mal de gens, enfin, on a un public averti et qui connaissent hein, la MySite. Effectivement, ouais, ouais, on a plusieurs personnes des confrères qui connaissent bien votre produit en tout cas, sur lequel on va avoir le plaisir d'échanger. Alors, l'idée, c'est une bonne nouvelle. voilà, c'est une bonne nouvelle. L'idée, donc, déjà, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en discutant avec nos intervenants, je ne sais pas si le public, l'audience le sait, mais c'est vrai qu'avec la pandémie, aujourd'hui, donc, ça aboutit à un confinement. Et qui dit confinement dit moins de lumière pour les enfants et donc effectivement des risques d'accélération de myopie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à tous ici présents. Et donc, l'idée avec Cooper, justement, c'est de parler de ces risques et parler des innovations pour justement un petit peu apporter des solutions à vos clients en magasin.
Donc, je vous invite à nous en dire un petit peu plus, vous aujourd'hui, votre approche et comment aujourd'hui, l'opticien, en travaillant avec Cooper Vision, vous pouvez justement leur apporter des solutions innovantes. Alors, peut-être Benjamin, déjà merci de nous accueillir aujourd'hui. Je crois que c'est une première pour Cooper Vision, ou en tout cas ça fait longtemps. Oui, c'est ça, Donc, c'est la on est très première. heureux Bienvenue. voilà, on est très heureux de vous rejoindre et puis je salue vraiment vos auditeurs à qui on est très heureux de s'adresser aujourd'hui. Alors, moi je suis Thibaut de la Selle, je suis le directeur régional d'Île-de-France, le directeur commercial. Et donc je suis en responsabilité de Paris-Île-de-France avec une équipe de 7 commerciaux que je salue également et qui accompagnent les opticiens tout au long de l'année sur notre accompagnement et ce que nous pouvons proposer. Okay. Juste peut-être pour vos auditeurs, Cooper Vision, c'est un laboratoire qui est exclusivement 100% lentilles. Donc c'est vraiment ce qui nous anime, c'est d'apporter des solutions pour tous les porteurs. C'est un laboratoire qui est... Oui, s'il y en a qui travaillent avec Cooper Vision également, n'hésitez pas à échanger. Voilà, parce que là, je vois qu'il y a une petite coupure. N'hésitez pas en tout cas à échanger. C'est du live. Et s'il y en a qui travaillent avec Cooper, n'hésitez pas à vous. Excusez-moi de vous avoir coupé, Thibaut. À vous. Non, je vous en prie. À vous déclarer. Voilà. Donc une entreprise au niveau mondial. Voilà, dans les leaders de la Contacto, 100% Contacto. Juste pour vous situer, en France, on est sur une vente sur 3 en volume qui est fabriquée par Cooper Vision. Une entreprise qui est très engagée sur le futur. On va en parler avec notamment de l'innovation dans la santé visuelle avec MySight sur la myopie. Mais on souhaite aussi être présent sur l'écologie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on a un certain nombre d'actions pour produire de façon plus durable, pour, je dirais, faire attention à notre consommation de plastique. On sait que c'est un enjeu majeur. Donc, on développe des partenariats. Je vous invite à découvrir sur notre site. On est leader aussi sur notamment toutes les lentilles techniques, très, très reconnues par les ophtalmos, notamment sur nos toriques ou nos multifocales. On a lancé la Biofinity torique multifocale. Voilà, donc un laboratoire qui souhaite être vraiment très présent auprès des opticiens avec des axes aujourd'hui de développement, et on vous invite à consulter notre site internet pour en savoir un peu plus, mais on veut être très présent sur la santé, sur la presbytie. On veut être aussi très accompagnant chez les opticiens, proposant des solutions, par exemple, de livraison à domicile dans des situations de confinement. Qu'est-ce que vous avez fait justement? Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, par exemple, des services à domicile? Parce que là, justement, en termes d'expérience client, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Exactement. On a la possibilité sur notre site, ce qu'on appelle Direct to Patient, de pouvoir adresser directement des lentilles au domicile du patient. C'est un service qui est à disposition du professionnel de santé. Il suffit de se connecter sur notre site et vous pouvez choisir le lieu de livraison. Donc, choses qui peuvent dépanner, je dirais, dans des situations comme cela aujourd'hui. On met à disposition aussi des kits primo-porteurs pour accompagner notamment les premiers essais en lentilles qui sont souvent très appréciés. Donc, voilà, c'est des petites applications aussi style Opti Expert qui permettent de rapidement trouver les bonnes corrections lunettes lentilles quand on veut adapter une lentille. Pour rebondir et pour échanger aussi régulièrement avec des opticiens, vous parlez de livraison justement en termes d'Internet et de solutions par rapport aux opticiens. Est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée afin que l'opticien puisse contrecarrer Internet et puisse être compétitif? Pourquoi je pose cette question qui est importante et qui a son sens? C'est que certains opticiens, et peut-être certains même de notre audience, me disent « Ah, bon, moi, les lentilles, ça ne m'intéresse pas. Je n'y crois pas. De toute façon, avec Internet, ça bouffe le marché. » Et d'ailleurs, c'est en croissance. Les parts de marché sur Internet prennent l'ampleur tous les ans et encore plus ces derniers mois. Et donc, vous, aujourd'hui, Cooper Vision, qu'est-ce que vous avez comme solution? Alors, je dirais, c'est intéressant comme question parce que je dirais que tous les opticiens finalement sont à un niveau d'égalité face à Internet. Et pour autant, on voit que certains arrivent à développer de façon très proactive leur chiffre d'affaires et d'autres effectivement subissent un peu plus ce volet concurrentiel d'Internet. Je crois que la différence pour moi, elle se fait énormément sur la valeur ajoutée en termes de conseils que vous pouvez apporter qui va fidéliser votre client en magasin. Typiquement, je vois aujourd'hui, nous on a une lentille qui s'appelle la Biofinity Energy qui permet d'accompagner, de soulager l'effort accommodatif. Ça, par exemple, c'est des vraies lentilles de conseil d'opticien. Et quand vous avez apporté ces conseils-là, vous créez de la fidélité
et vous permettez après de travailler avec justement ces clients qui vous sont fidèles, tout l'aspect à côté d'équipement lunettes en solaire. N'hésitez pas à poser vos questions en live. Oui. Alors, je les invite à poser des questions également en live. Oui. Par rapport à cette lentille accommodative, pour y revenir, on peut parler de quel type d'addition en bas, en accommodation, en soulagement? C'est 0,5? Alors, c'est une lentille qui est équivalente à la Biofinity en termes de matériaux. C'est une lentille pour effectivement myope. Vous avez la possibilité, il y a un légère addition, c'est une zone de multi-aspéricité qui permet, quand on travaille 10 heures sur écran, quand on va passer d'une vision de près à une vision intermédiaire, de soulager l'effort accommodatif. On parle de 0,5 quoi. Ouais, oui, un peu moins, même un peu moins. Donc on n'est pas du tout sur de la pré-presbytie, souvent on nous emmène là-dessus. On est vraiment sur des porteurs jeunes qui vont passer 10 heures par jour pour écran et qu'il faut aider parce qu'en fin de journée, ils ont souvent de la fatigue, mal à la tête. Et ça, vous, quand vous êtes opticien, vous pouvez le détecter rarement par quelques questions qui justifient derrière les propositions que vous pouvez faire qualitatives. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment à la portée des opticiens d'aller sur ce terrain qualitatif et d'accompagnement du porteur. En parlant de ça et qualitatif, on avait parlé aussi un peu de formation qui peut justement permettre à l'opticien peut-être de se spécialiser. Est-ce que certains sont intéressés pour suivre, parce qu'on en parlait, des formations et même en présentiel éventuellement, sachant qu'il y a un horizon qui s'éclaircit. Est-ce que ça intéresse certains d'entre vous d'assister, de participer à des formations? Et je vous invite à en parler en même temps de vos formations. Oui, alors on a un service aux professionnels, je dirais, qui vraiment s'adapte sur mesure, qui va des formations vraiment basiques sur les basiques de la lentille, découvrir, faire ses premiers pas dans, je dirais, la connaissance de cet univers de la contacto, jusqu'à des formations plus techniques, si vous voulez adapter des lentilles toriques ou des lentilles pour presbyte ou de la multifocale. D'accord. Ça peut se faire en présentiel, effectivement, ce que vous disiez, ou bien sur place. Il suffit de nous contacter pour qu'on puisse mettre ça en place. Il y a Florence qui nous dit qu'on peut faire les formations disponibles sur votre site e-learning, c'est ça? Oui, également, effectivement, bon point, merci. En tout cas, on voit que vous êtes un auditeur vigilant. Et vous avez tout un volet de formation à distance. Vous pouvez tout à fait accéder à tous les programmes en vidéo de formation de nos lentilles qui vous permettent effectivement d'avoir des formations un peu sur mesure et après prendre contact, si vous le souhaitez, avec notre service formation. Ok. Voilà. Et puis un gros volet qui est l'innovation, et je passe peut-être la parole à Laure, qui est la MySight, qui pour nous est un enjeu de santé publique fort sur lequel on est très présent auprès des ophtalmos et auprès de nos opticiens. Qui est, à mon avis, ce qui vous permettra de faire la transition. Les opticiens ont pour une fois le premier rôle à jouer sur ce volet. Bonjour Laure, je pose la question en même temps aux opticiens qui nous écoutent. Est-ce que beaucoup s'intéressent à l'enfant d'ailleurs? C'est toujours un sujet intéressant. Et déclarez-vous, je vous invite à vous déclarer ceux qui travaillent avec les enfants, parce que effectivement, ce dont on va parler avec Laure est très pertinent. Bonsoir Laure. Bonsoir Benjamin et bonsoir à tous les opticiens qui nous écoutent. Benjamin, j'ai bien aimé dans ton introduction que tu aies parlé de notre pandémie actuelle au coronavirus, parce qu'on peut aussi parler de pandémie de myopie. Et en fait, il faut parler de pandémie de myopie. Alors, ce n'est pas lié à un virus, mais c'est lié à nos nouvelles habitudes de vie. Et l'opticien va être en première ligne, comme Thibaut et Benjamin vous l'avez rappelé, pour donner non seulement de la prévention et des conseils sur les nouvelles habitudes de vie pour essayer de retarder et de reculer l'apparition de la myopie, mais également pour proposer des solutions, parce qu'aujourd'hui il existe des solutions, pas seulement en lentilles de contact avec MySight, mais aussi en lunettes. Et donc là, on assiste à une véritable révolution. Pour la première fois, un opticien va pouvoir proposer un produit de santé, mais qui est dans le domaine médical. C'est un usage thérapeutique. On ne s'intéresse plus seulement à la correction d'une amétropie, mais au traitement d'une maladie.
puisque la myopie, on peut le dire, c'est une nouvelle définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas qu'une amétropie simple, c'est vraiment une maladie. Une maladie, d'accord. Ok, ok. Et c'est une maladie, pourquoi? Parce qu'un œil myope, c'est un œil trop long et qui est beaucoup plus à risque de développer une pathologie oculaire. Et c'est aujourd'hui la première cause de cécité dans nos pays riches. La myopie, c'est ça, c'est à l'âge adulte, un risque, c'est 40 fois plus de risque de développer une maculopathie myopique, par exemple, qu'un non-myope. Donc on est vraiment dans la dimension maladie. Et ce qu'on attend aujourd'hui de tous les opticiens qui nous écoutent ce soir, c'est vraiment de changer la trajectoire de la myopie et faire en sorte qu'on éradique tous ensemble la myopie forte. Dès le plus jeune âge, avec les enfants. Et dès le plus jeune âge, parce qu'on le voit dans toutes les études, Benjamin, la myopie se développe très fortement entre 7 à 12 ans. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que les myopes sont myopes de plus en plus tôt. C'est plus 11-12 ans. L'apparition de la myopie, c'est 6-7 ans. Et comme elle arrive plus tôt, les myopies sont de plus en plus fortes. D'accord. Ok. Donc, les traitements, il faut en parler le plus tôt possible dès que le diagnostic de myopie est posé. Mais avant de parler des traitements, je pense qu'il faut même parler aux parents myopes qui ont plus de risques d'avoir un enfant myope. Il faut parler aux parents myopes déjà que leur enfant sera probablement myope et qu'il faut faire extrêmement attention aux habitudes de vie. Et je crois que vous l'avez rappelé, c'est-à-dire passer du temps à l'extérieur, 2 heures par jour à l'extérieur, et attention à la lecture, lire le plus loin possible, au-delà de 30 cm. Ok. Oui, éviter de trop solliciter la vision de près et intermédiaire. De près. Ok, ok. Et donc, avec ces lentilles, par rapport à la manipulation, à partir de quel âge on peut démarrer? Alors, MySight One Day est indiqué dès que l'enfant sait manipuler lui-même ses lentilles de façon à être autonome, pour pouvoir les enlever à l'école. C'est en général autour de 8 ans. Maintenant, le plus jeune porteur de MySight en France a démarré à 7 ans parce que c'est une jeune fille extrêmement à l'aise dans la manipulation. Donc, je dirais, allez, la meilleure indication, c'est l'enfant âgé entre 8 et 12 ans. Petite question par rapport au fait de se mettre les mains dans les yeux avec les mains sales. Et l'enfant ne va pas forcément être sensible et être précautionneux. Est-ce que c'est problématique? Tu as raison, vous avez raison, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour des enfants responsables, autonomes. J'ai un ophtalmologiste qui donnait comme astuce, si l'enfant se lave correctement les dents, il est apte à porter des lentilles parce qu'il apportera le même soin. D'accord. Il y a 2 choses essentielles chez l'enfant, la motivation. Il faut que l'enfant soit motivé. Et aussi les parents, parce qu'ils ont un rôle d'accompagner l'enfant, surtout à un âge aussi jeune. Et il y a l'hygiène et l'observance, suivre les règles. Sachant que MySight One Day, c'est une lentille journalière. Hein. Donc, on ne prend pas de risque. On le fait avec une lentille souple qu'on va jeter tous les jours, qui est stérile tous les matins. Et où la chose importante pour l'enfant, c'est qu'il se lave les mains, comme vous le rappeliez, avant de les mettre, qu'il se lave les mains avant de les déposer et qu'il les jette le soir. D'accord. Ouais, je crois qu'on a fait quand même, on a pas mal échangé. Est-ce que vous avez des questions un petit peu par rapport à cette lentille donc très spécifique, exclusive, qu'on retrouve chez Cooper Vision? Est-ce que certains veulent des informations complémentaires? Il y a Dani qui nous dit et l'hypoxie. Alors, c'est un traitement de la myopie, donc il faut, pour que ça marche, les porter tous les jours, ou au moins 6 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour. Donc, c'est des lentilles vraiment qu'on peut porter tous les jours. Et je vais vous annoncer un scoop en avant-première. Nous venons de réaliser, l'étude clinique à 6 ans vient de tomber. C'est la plus longue étude jamais réalisée en lentilles souples chez l'enfant pour le contrôle de la myopie.
Et après 6 années de port, il n'y a aucune hypoxie, aucune complication, aucun problème d'observance sur 144 enfants qui ont été suivis pendant 6 ans. 90% des enfants préfèrent leurs lentilles à leurs lunettes. On a vraiment changé leur vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a un effet freinateur de la myopie de 59%. Ce qui est remarquable et que près d'un quart des yeux des enfants au bout de 6 ans n'ont pas évolué du tout en myopie. Donc, c'est des résultats incroyables et on est vraiment dans un tournant incroyable pour tous les myopes. Par rapport à, est-ce qu'il faut obligatoirement une prescription de l'ophtalmo pour les vendre? Oui. Oui, c'est ça qui est fabuleux, que je trouve intéressant dans la freination de la myopie, c'est la collaboration entre ophtalmologistes et opticiens. Il faut vraiment une équipe dédiée à l'enfant. L'ophtalmo, qu'est-ce qu'il fera? Il posera l'indication. Et il prescrira avant 16 ans, vous savez, c'est tous les ans une prescription médicale. L'ophtalmologiste mesurera la longueur de l'œil et pourra suivre l'évolution du traitement en mesurant la longueur de l'œil et la myopie. Et l'opticien a un rôle à jouer d'information, de conseil, de prévention des risques et de suivi de l'enfant en complémentarité avec les ophtalmos. Cédric, peux-tu préciser ta question, s'il te plaît? Je n'ai pas trop compris le sens. Parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, c'est quand même un dispositif unique. Il n'y a pas d'autres équivalents, on va dire, sur le marché pour empêcher l'évolution par rapport, par exemple, aux verres on parlait de chez Oya, qui sont d'ailleurs intervenus sur un dernier webinaire, un précédent. Et est-ce que c'est comparable? C'est le même principe optique, Benjamin, à savoir une lentille défocalisante, c'est-à-dire il y a une double puissance dans la zone optique qui permet de corriger la vision de l'enfant et de corriger le défocus hypermétropique de l'œil myope pour freiner la progression de la myopie. Donc on est basé sur le même principe optique que le verre Ouya. C'est des techniques complémentaires. Il y a des enfants qui préféreront des lunettes, d'autres qui préféreront les lentilles. Les lentilles, c'est un petit peu plus simple parce que c'est directement en contact avec la cornée et donc il n'y a pas d'habitude à prendre. C'est tout de suite, on arrive à utiliser les bonnes parties du verre de façon naturelle, comme une lentille, je dirais, multifocale. Donc, il y a un vrai avantage. Et avec MySight 1D, on a un recul de 6 ans qui fait aussi qu'on est le seul dispositif labellisé marquage CE et marquage FDA pour l'indication traitement de la myopie. Donc, on n'est même plus dans la correction de la myopie, on est dans le traitement de la myopie avec ce label FDA et CE marque. Faudrait le mettre tous les jours les lentilles, l'idée, c'est de les mettre tous les jours ou ça peut marcher pour un jour sur deux? C'est exactement comme de l'orthodontie. On peut imaginer, c'est un appareil pour redresser les dents, il faut les mettre tous les jours. C'est pareil pour une lentille. Si on n'utilise pas la zone optique, si on ne met pas ces lentilles au moins 6 jours sur 7, on ne sera pas dans le 59% de freination de la myopie. Et en termes de prix par rapport à une boîte, c'est vendu par quoi? Des boîtes de 90? C'est vendu, ça peut être vendu par boîte de 90 ou de 30, mais comme c'est un traitement, l'usage de la boîte de 90 est beaucoup plus développé. On parle beaucoup en traitement annuel, un peu comme l'orthodontie. En prix de vente, en prix de vente conseillé. Oui, qui coûte aux parents 780 € par an, en les portant 6 jours sur 7. D'accord, ça fait environ 95 € la boîte, 95 € la boîte de 90, quoi. Oui, on peut le dire aussi en jour, ça coûte 1,90 € par jour. Ouais, c'est ça, 2 €, 1 € c'est ça. C'est 1 € par jour. Ouais. Pareil, c'est ça. Ok, bon, on a pas mal d'informations. Il y a une question intéressante par rapport à l'orthokératologie qui est aussi utilisée pour la freination myopique.
Et quelle est la différence? Parce que Cédric s'interroge, il nous dit si c'est pas plus safe. Alors, l'orthokératologie, c'est aussi une technique de freination de la myopie, mais cette fois-ci, c'est un port nocturne. L'enfant met des lentilles la nuit et est affranchi de tout port de lentilles dans la journée. MySight, c'est au contraire une lentille de jour. On a à peu près la même efficacité puisqu'en orthokératologie, ils annoncent 50% de freination de la myopie. Donc, on est un peu sur les mêmes critères d'efficacité en les portant tous les jours. D'accord. Voilà, c'est un peu comme en lentilles de correction. Il existe des lentilles souples, des lentilles rigides. Et il y a des enfants qui préfèrent les lentilles souples, l'usage du journalier, ne pas avoir d'entretien. C'est plus simple. Ça dépend. Je précise que c'est important. Je précise juste, c'est une lentille qui est disponible aujourd'hui jusqu'à -6 par pas de 0,25. De moins 0,25 à -6. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore une lentille qui peut être proposée à des myopes astigmates. D'accord. On est vraiment sur des myopes, sur de la myopie simple sans astigmatisme. OK. Donc, la question est pertinente. On peut aussi bien faire de l'orthoca que de la lentille MySight. Les deux sont complémentaires, sont possibles dans le contrôle de la myopie et Cooper Vision a investi massivement dans le contrôle de la myopie. Une lentille orthokératologie sur 2 dans le monde est une lentille d'ailleurs fabriquée par Cooper Vision. Donc, on trouve les techniques très complémentaires et très intéressantes pour l'enfant. Bravo pour vos initiatives, c'est important. Merci Benjamin. Bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On reste en contact de toute façon et de toute façon, il y aura le live, enfin le replay. Merci. Merci à tous les deux. Merci Benjamin. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, on va poursuivre notre webinaire. C'est vraiment intéressant d'avoir d'autres sons de cloche, effectivement, et de savoir un petit peu les différences techniques entre tel et tel produit. On va passer à la suite. Donc, on va parler cette fois avec un verrier, BBGR Nikon. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la maison. Et on va discuter un petit peu, voilà, toujours d'innovation, de différenciation, et éventuellement d'expérience client qui peut être apportée par le groupe BBGR. Bonjour. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Céline. Oui, super, je vous entends bien. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir convié à cet événement ce soir. Je suis ravie. Merci à vous d'y participer. C'est un plaisir. Donc, on va parler avec vous un petit peu du groupe BBGR Nikon. Oui, alors comme vous l'avez un peu dit Benjamin, en effet, BBGR, c'est un acteur que je pense que vous connaissez pas mal. Et ça fait 175 ans qu'on officie dans l'activité optique en France avec un ancrage et un maillage sur le territoire français dont on est assez fiers parce que notamment l'un de nos 2 sites de production France qui se situe à Provins produit des verres depuis 1846. Donc voilà. Ah ouais. Voilà. Pas mal. Donc on est vraiment ancré en France et puis au-delà de produire des verres, il est vraiment dans une démarche d'excellence, d'essayer d'être en termes de qualité, d'éco-responsabilité. De santé au travail, toujours à la pointe. Donc ça, c'est ce qui nous qualifie. Ce que peut-être vous savez un tout petit peu moins, c'est qu'en effet, depuis 2016, on est distributeur de la marque Nikon, donc grosse marque consommateur. Et on essaye d'allier le meilleur des deux mondes, cette conception japonaise et cette force de marque Nikon et la fabrication française. Et ce qui est intéressant, et je pense qu'il est en lien aussi avec la façon dont vous nous avez présenté et le thème de ce soir, c'est que BBGR, on se positionne pas seulement comme une entreprise qui fournit des produits, mais vraiment comme une entreprise qui est au service de ses clients et de leur satisfaction, et du coup au service de consommateurs satisfaits. Et donc on en arrive à l'expérience client. Ça se matérialise comment alors dans les faits, tous les jours pour les opticiens? Est-ce que d'ailleurs, pendant qu'on échange, n'hésitez pas à vous déclarer ceux qui travaillent avec BBGR Nikon, même ponctuellement. C'est toujours intéressant. Oui, je vous écoute. Oui, alors, donc,
l'expérience client, pour nous, déjà, l'expérience, c'est quoi? Quand on parle d'expérience, on parle de ressenti, d'émotion. Donc, c'est ça, hein, c'est de l'ordre du sensoriel. Et c'est vraiment comment un consommateur, on va réussir tout au long des interactions qu'il a avec la marque Nikon et avec l'opticien qui vend des verres Nikon, avant, pendant et après l'achat. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment ça l'expérience client. C'est pas juste l'expérience en magasin, c'est vraiment toute l'expérience qu'on peut avoir avec ces interactions avec l'opticien et avec la marque. Donc, comment ça se manifeste chez nous dans notre quotidien et dans le travail qu'on fait avec les opticiens, c'est vraiment de s'assurer que toutes les décisions qu'on prend du quotidien ou des décisions liées à l'innovation, on le fait dans ce sens-là. D'accord. Et donc, l'ambition avec Nikon, c'est celle-ci, hein, c'est de pas seulement réduire à des produits, donc vraiment de créer cette expérience, comme je l'évoquais, de s'assurer qu'on le fait en co-construction avec nos partenaires Nikon, et que ces nouveautés qu'on injecte, elles sont toujours singulières, parce que justement, il faut être singulier pour marquer les esprits, et puis parce qu'aussi on a une marque qui nous permet d'être singulier. Autour de la marque Nikon, il y a aussi beaucoup une imagerie au-delà de la précision qui est aussi du fun, des éléments un peu insolites, un peu étonnants. Donc on essaie vraiment de travailler des outils, des services qui vont dans ce sens-là. L'autre élément qui caractérise aussi au quotidien l'expérience qu'on essaie de faire vivre, c'est une fluidité entre cet avant, ce pendant et après. Je crois que je l'ai vu dans le chat au tout début de l'interaction. L'expérience client, si elle n'est pas fluide, et en tout cas, ce niveau d'émotion positive qu'on a envie de générer tout au long de l'expérience pour le consommateur, elle va se casser et on aura un problème. Et surtout, et je dirais c'est peut-être l'élément le plus fondamental pour nous quand on travaille l'expérience client, c'est qu'en fait, ça doit marcher. C'est qu'on ne fait pas une expérience client juste pour avoir un client satisfait. On veut une expérience client pour que le client soit satisfait. Donc, il achète il ait un panier moyen qui soit plus haut, il soit plus fidèle, il ait un bouche à oreille positif. Et du coup, il soit capable de dire... Pardon ? Les conséquences, c'est ça, le bouche à oreille positif, la fidélisation, etc. La fidélisation et du coup un vrai impact sur des indicateurs pour le business de l'opticien qui sont très clairs. Est-ce que mon chiffre il augmente? Est-ce que ma marge elle augmente? Est-ce que je suis performant sur le marché? Et en fait, s'il n'y a pas ça, l'expérience client, ça reste un concept. Hein. Donc nous, on s'attelle en fait à ce qu'on met en place, de s'assurer que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on le retravaille. Pour reparler, parce qu'on parle de BBGR, effectivement, et Nikon, donc expérience client, c'est bien, on est au cœur du sujet. On a quand même deux marques fortes et sur deux positionnements plutôt haut de gamme, on est d'accord, hein, et donc, comment se différencient-ils les deux? Alors, depuis 2006, on a la chance qu'on a eu de récupérer cette marque Nikon. En fait, on s'est dit, on a la chance d'avoir une marque BBGR qui est très, très, très forte au niveau de l'opticien, mais qui est évidemment très, très peu connue, voire pas du tout au niveau du consommateur. Et si je veux faire vivre une expérience client plus forte, il faut aussi que je puisse m'appuyer sur cette marque consommateur. Donc, ce que je vous décris autour de l'expérience client, elle est plus vraie pour les produits autour liés à Nikon. En revanche, et c'est pas antinomique ce que vous dites sur BBGR, on a dans le portefeuille BBGR autant des produits haut de gamme que des produits plus entrée de gamme. Donc on peut avoir un panel et un portefeuille aussi étoffé de chaque côté. Ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment de faire vivre ces deux portefeuilles. Et ça dépend aussi beaucoup de l'interaction qu'on a avec nos partenaires opticiens. Il y en a qui ont eu envie et qui ont envie chaque jour de tenter l'aventure Nikon parce que ça marche, ça leur permet de superformer le marché. Il y en a d'autres qui sont plus attachés à BBGR, alors qu'on continue à nourrir avec ces produits-là. J'ai compris. Bon, intéressant. Sur, vous me parlez peut-être de choses peut-être plus concrètes sur l'expérience client. J'avais vu une étude, parce que vous parlez aussi d'augmenter le panier moyen, etc., où les opticiens Nikon augmentaient leur chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on fait depuis 2 ans, il y a Galiléo qui nous accompagne et qui regarde en fait sur nos opticiens partenaires Nikon, donc qui sont les Nikon Pro, quelle est leur dynamique de croissance et comment cette dynamique de croissance elle se compare par rapport à des opticiens qui ne sont pas Nikon Pro. Et en fait, ça fait pour la 2e année consécutive qu'on constate qu'en termes de chiffre d'affaires et de marge brute pour l'opticien, les partenaires Nikon, donc les Nikon Pro,
surperforme de plus 6 points par rapport à un panel d'opticiens qui ne sont pas des Nikon Pro. Donc oui, la surperformance du marché, on la mesure depuis 2 ans et on est content parce qu'en effet, depuis 2 ans, on montre que le modèle fonctionne et de façon très concrète. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une autre étude externe autour de la satisfaction globale de tous les opticiens, et là nous on s'est concentré sur les nôtres. Les opticiens qui travaillent avec BBGR ont une satisfaction globale de BBGR plutôt bonne, hein, au-delà de 50, 60, 70%. En revanche, quand vous êtes un Nikon Pro, vous avez plus 17 points par rapport à cette satisfaction globale. Ça veut dire que les outils, les services qu'on met à disposition et qui sont liés à cette expérience client, ils résonnent auprès de l'opticien, ils résonnent parce qu'ils trouvent qu'ils sont appropriés, certainement, et en tout cas, et ça se voit parce que ça marche avec un partenariat qui fonctionne et qui apporte plus de valeur ajoutée en fait de l'opticien. Oui, j'avais aussi par rapport à Nikon qui n'est pas référencé dans les réseaux de soins. Quel avantage pour les opticiens qui travaillent avec, avantage ou pourquoi ce choix stratégique? Est-ce que c'est un choix stratégique? Alors Nikon est référencé dans les réseaux de soins. Vous êtes référencé, alors j'avais vu c'est fait sur Non, Nikon est référencé dans les réseaux de soins. Il y a des produits, et notamment un produit qui incarne bien, je pense aussi, l'expérience client, qui s'appelle Ultimate, qui est lancé depuis quelques semaines, un mois maintenant. Sur les dernières géométries, la dernière génération à 25 000 types de géométrie ou j'ai vu quelque chose comme ça. Alors, c'est en effet la dernière génération. Donc, c'est un verre qui a demandé 5 ans d'innovation côté Japon et qui est un verre ultra personnalisé avec notamment en magasin quelque chose qui est surprenant et qui est en lien avec les besoins du conso, qui est une mesure de la sensibilité du flou. Donc, en fait, qui va permettre, à un moment important aussi dans l'expérience et dans l'incarnation de ce qu'est un verre et en quoi un verre va changer la vie d'un consommateur, cette mesure-là, qui se fait de façon assez facile et intelligible, elle permet aux consommateurs de voir sa sensibilité aux aberrations, parce qu'en fait on sait que la sensibilité aux aberrations elle est propre à chaque porteur. On a fait une étude sur 500 porteurs et du coup ça veut dire que si elle est propre à chaque porteur, aujourd'hui comme elle n'est pas mesurée, il y a 86% des porteurs qui ont une sensibilité au flou qui n'est pas prise en compte dans les verres progressifs standards qu'ils portent. Donc là ce qu'on est en train de dire, c'est grâce à un produit comme Ultimate 7 qui est un produit donc associé à une mesure de sensibilité au flou, on assure aux consommateurs, fonction de ses préférences au flou, qu'on va justement placer dans le verre les aberrations de telle sorte qu'elles vont être quasiment imperceptibles pour lui. D'accord. Donc là, on touche vraiment du doigt je te fais vivre quelque chose de différent en magasin. Moi, opticien, je mets en avant mon expertise. Toi, consommateur, tu comprends mieux pourquoi ce verre-là peut t'apporter quelque chose, en quoi il va répondre à tes besoins. Tu ressors avec quelque chose à raconter, tu peux raconter que tu as vécu quelque chose de différent, de nouveau, et du coup, tu peux l'associer aussi à la marque Nikon, et donc on revient sur le bouche à oreille et le cercle un peu virtueux dont on parle. Ce verre-là, il n'est pas référencé par contre? Non, c'est ça. Ce verre-là, il n'est pas référencé. J'avais vu ça dans le communiqué, effectivement. Et il n'est pas référencé, déjà parce qu'il est associé, déjà parce qu'il est pour l'instant en pré-lancement auprès de nos Nikon Pro. C'est l'exclusivité, c'est ça aussi qu'on permet dans le partenariat. C'est la possibilité d'avoir en exclusivité pour un certain nombre de mois des produits. Il y a Annick, on a une opticienne qui connaît bien apparemment, Annick, qui nous dit que c'est un verre très haut de gamme. C'est en effet, c'est ce qu'on évoquait, c'est le verre qui porte le plus gros concentré de technologie et de savoir-faire Nikon, avec toujours cette volonté en revanche d'être haut de gamme, mais dans la pédagogie, si j'ose dire, parce que quand on a une mesure comme ça de sensibilité au flou, c'est aussi parce qu'on a envie de se mettre au niveau du consommateur, lui dire on a remarqué qu'on pouvait régler des problématiques que tu as avec une mesure de ce type-là, et regarde, cette mesure, elle est très très simple, elle est compréhensible par toi, et du coup, on parlait d'émotion, tu as ce niveau d'émotion qui n'est pas, t'es pas dans le stress d'avoir une mesure compliquée, d'avoir peur de mal faire, là, tu es sur quelque chose de très fluide. Ok. Par rapport au 100% santé aussi, et Nikon et BBGR, parce que bon, aujourd'hui, en plus, on parle
de quota de au moins de 15% des ventes qui sont réalisées. Est-ce que vous êtes sur ces chiffres-là de commandes et qu'est-ce que vous proposez en termes de gamme, tout simplement? Alors, nous, depuis le démarrage du 100% santé, nous, on est en dessous de ces chiffres-là. On est quasiment à 2 fois moins que ces chiffres-là. C'était le cas pendant, je dirais, les 12 premiers mois, certainement parce que, enfin, pour plein de raisons. En revanche, depuis quelques mois, on voit que ça remonte un petit peu. Donc, on a remis en place ce qu'on avait déjà proposé au mois de janvier dernier, hein, c'est-à-dire on refait beaucoup de pédagogie auprès de nos partenaires opticiens en remettant en avant ce qu'on a mis à leur disposition pour en fait sortir du panier et avoir les armes pour sortir du panier. Donc, ça veut dire des produits qui permettent, avec un petit peu de reste à charge, d'avoir une valeur ajoutée qui, encore une fois, répond à un besoin consommateur, comme du bleu matière, par exemple. Avoir des outils de recommandation de produits, d'aide à la vente qui sont clés, qui étaient déjà existants mais qui sont maintenant de plus en plus utilisés. Et là, je parlais de singularité tout à l'heure, on a depuis 2018 le studio Nikon, donc peut-être que certains des opticiens qui nous écoutent sont familiers. Le studio Nikon, donc on a été pionnier sur la façon en fait de vraiment théâtraliser, remettre au centre des préoccupations et du magasin physiquement un objet interactif, un espace interactif qui mêle des démonstrateurs physiques, des démonstrateurs digitaux et qui va permettre en fait de remettre le verre au centre de la discussion, de faciliter la montée en gamme. Donc quand on parle de panier A et panier B, là on est en plein dedans. Encore une fois, de valoriser l'expertise et puis toujours de rester dans l'émotion positive. Et ce qui est intéressant dans ce studio, c'est que un verre, quand on est un consommateur, au mieux, c'est un bout de plastique. Au pire, c'est un bout de plastique. Donc, le job de l'opticien, et c'est comme ça que nous, Nikon Verrier, on veut aussi essayer nos partenaires à le faire, c'est de montrer à quel point c'est un concentré de technologie, ce verre, et à quel point chaque partie du verre peut permettre d'apporter une propriété spécifique, et tout ça de façon très intelligible. Et on le fait, et c'est là où on accompagne les partenaires, nos partenaires opticiens, en disant mais il y a des façons physiques parfois de démontrer, donc un démo tool physique qui est très très important pour certaines caractéristiques. En revanche, sur d'autres caractéristiques, ça va être plus simple aussi avec un outil digital de comparer, de géométrie par exemple, de mettre dans des situations plus proches de la réalité et des situations qu'on peut changer. Donc le studio Nikon, c'est quelque chose dont nos partenaires sont friands. On a d'ailleurs dû faire une petite sœur au studio Nikon avec un modèle qui prend un petit peu moins de place. Tout le monde peut avoir accès au studio Nikon Alors, tout le monde à partir du moment où on est partenaire Nikon Pro. Après, oui, il y a différents systèmes en effet pour avoir accès au studio. Mais oui, l'objectif, encore une fois, parce qu'on veut faire vivre une expérience client, parce qu'on est persuadé que ça va rapporter plus de business à nos opticiens, plus on en met, plus on est, comme on sait que ça fonctionne, plus c'est virtueux pour tout le monde. Vous pour qui notre partenariat. Oui. Excusez-moi. Non, j'ai juste dit notre partenariat. Oui, vous qui êtes justement sur du haut de gamme, et j'entends, et c'est tout à fait réjouissant de vous entendre sur justement des pourcentages faibles, sur le 100% santé. J'ai envie de savoir un petit peu votre position, parce que c'est vrai qu'on entend par-ci par-là dire que le gouvernement veut mettre la pression aux opticiens pour vendre plus de 100% santé. En parallèle, on a des magasins qui n'ont pas forcément la taille pour accueillir plus de 100% santé, et même ont une clientèle haut de gamme où les gens veulent dépenser, veulent se faire plaisir à travers vos produits, à travers des belles montures. Et donc, qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous avez quelques informations aussi à nous donner, et quelle est un peu votre analyse à ce sujet? Alors, moi, je crois déjà qu'un consommateur, on ne peut pas le forcer tant que ça. Oui. J'en suis convaincue. La deuxième chose, je pense que les consommateurs sont de plus en plus sachants, ont de plus en plus envie de savoir, et on parlait de l'importance d'être présent en amont de l'acte d'achat, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, avec Nikon, et grâce aussi à l'appui de nos partenaires. On essaye de donner des informations sur la vue, sur la vision, sur les yeux en général, donc d'être vraiment dans cette pédagogie autour de la santé visuelle. On a lancé depuis
depuis 6 mois maintenant une web série qui s'appelle Le Coup d'œil, où il y a près d'une trentaine de vidéos qui prennent en fait toutes les questions que se posent les consommateurs sur le net et on y répond de façon très simple, pédagogique, impactante. Donc dans toutes les questions que se posent les consommateurs, et c'est encore plus vrai, et là j'apprends rien à personne avec les périodes de confinement qu'on a passées, il y a plein de questions liées à la santé des yeux, à la fatigue, à la lumière bleue. Donc une fois qu'on apporte des réponses claires à ces sujets-là, un consommateur, quand il arrive en magasin, ce qu'il demande, c'est j'ai mal aux yeux en fin de journée, je passe de plus en plus de temps sur écran, donc qu'est-ce que vous avez? J'ai entendu parler d'eux, je me suis renseigné, j'ai vu que, qu'est-ce que vous avez comme solution? Donc assez naturellement, en fait, un consommateur, il ne cherche pas à avoir un produit le moins cher, il cherche à avoir le produit qui lui permet au quotidien de régler ses problèmes de vie. Alors, attends, voilà. Oui, justement, je voudrais quand même nuancer un petit peu vos propos. Vous dites qu'effectivement, le consommateur, on ne peut pas le forcer tant que ça. Et moi, je suis vraiment pour la liberté du consommateur sans limite. Mais malheureusement, c'est pas toujours vrai. Depuis quelques années, déjà, même une dizaine d'années, avec les réseaux de soins, et je peux vous dire que je connais bien la question, combien de consommateurs ont dit à certains confrères, je suis désolé, je ne peux pas me rendre chez vous, ma mutuelle me rembourse 200 euros chez vous, alors que j'ai 400 euros chez un de vos confrères, je le regrette. Et donc aujourd'hui, malheureusement, la santé et la liberté du consommateur est prise à partie. Et justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question, jusqu'où cette liberté du consommateur peut aller et est-ce que le gouvernement ne peut-il pas aller plus loin justement et c'était dans ce sens que je vous posais cette question. Alors, évidemment, tout ce que vous venez de dire, Benjamin, j'en suis consciente. Et ce qui me fait, moi, ce qui me faisait dire ce côté liberté et envie du consommateur d'aller plus loin, c'est que les dernières études, l'étude justement, enfin c'est encore Galiléo, mais les Français à l'optique d'octobre 2020 a mis en avant et en exergue dans les critères de choix d'un opticien ou de satisfaction d'un consommateur. Donc évidemment, il y a toujours, enfin, je dirais évidemment, en tout cas, il y a toujours ce critère pour choisir un magasin de voilà l'accueil, la qualité du service et la qualité du conseil. Mais ça, c'est important, c'est le premier, c'est important. Et on a vu en fait reculer tout ce qui était lié à des facilités administratives avec une perte de 3 points, là où la qualité des verres proposés a augmenté d'1 point. Donc il y a des mouvements en fait qui sont peut-être lents et on sait qu'on est sur un marché qui est aussi qui prend du temps hein, parfois, bien mais sûr. En tout cas il y a un mouvement de fond pour moi qui est en train de se créer, d'arriver de la même façon quand on voit dans cette même étude que voilà il y a des 70% des consommateurs sont de plus en plus sensibles aux produits fabriqués en France, que 60% d'entre eux sont sensibles à des achats éco-responsables. Ça, c'est des datas qui n'existaient pas tant que ça avant, qui se sont certainement exacerbées avec la période qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre. Et ce qui est aussi intéressant, je parlais de la fatigue visuelle tout à l'heure et de la lumière bleue, il y a quand même dans cette même étude 75% des consommateurs qui déclarent qu'ils sont prêts en fait à mettre plus d'argent pour avoir accès à des traitements comme ça. Donc c'est aussi ça qui me rend assez, vous l'avez vu, enjoué et enthousiaste. Vous avez raison. Non mais sur moi, cette partie-là. Je suis tout autant que vous. C'est juste que derrière il y a des pressions qu'on a depuis déjà des années et que au regard de ce que j'entends peuvent aller un petit peu plus loin et c'est vrai que ça peut avoir ses limites et c'est pour ça c'est en ce sens que je vous interrogeais. Par rapport au Made in France. On fait tout via Nikon et BBGR pour doter, je dirais, les opticiens d'armes et d'outils qui peuvent aider à, encore une fois, faire valoir leur expertise et faire comprendre que voilà, un verre n'est pas égal à un autre verre, qu'à un moment donné, il y a des propriétés, il y a des choses qui nous permettent de régler des problématiques dans la vie quotidienne du consommateur et d'autres verres qui ne le permettront pas, quoi. Annick, si vous pouvez préciser votre question par rapport aux chiffres, s'il vous plaît, afin que je pose la question. Par rapport au Made in France dont vous avez parlé rapidement, quelle est votre part aujourd'hui de fabrication Made in France chez Nikon BBGR? Alors moi, je vous parlais du
du site de Provins et du site, on a aussi un site de semi-fini à Cézanne. On produit la totalité de nos produits haut de gamme Nikon au sein de Provins et on produit aussi la totalité de notre nouvelle gamme que vous avez pu peut-être vu arriver aussi au 1er avril qui s'appelle la gamme sélective, donc qui est une toute nouvelle gamme pour les opticiens indépendants qui est hors réseau de soins et qui elle est 100% fabriquée en France. Avec l'objectif sur nos deux portefeuilles de marque et le portefeuille de marque BGR Optique et celui de Nikon de proposer des verres 100% Provins. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions là? Je regarde. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a les études. Après, il y a la théorie plutôt et la pratique. Il y a la vraie vie. Et ça, c'est une évidence. Bon, après, effectivement, mais les études sont aussi là pour qu'on s'appuie dessus et après à nous de voir. Et puis après, ça dépend aussi des zones de chalandise, des villes. Enfin, voilà, après, faut pas oublier que les études, c'est un plan national et puis après, chaque cas est différencié. Ah oui, le pourcentage par rapport aux ventes progressives vendues. Est-ce que vous avez des chiffres? Ah oui, des pourcentages par rapport aux ventes des progressives vendues? Je ne comprends pas trop le sens de la question de Annick. Ah oui, est-ce que vous avez un type Christophe. Comment tu vas, Christophe? Ça fait plaisir de te voir connecté. Que je connais bien, avec qui on a été à Hong Kong ensemble avec Christophe. On a voyagé à l'autre bout du monde. Est-ce que vous avez un type mieux smart que de prévu ou d'autres à venir, prochaine génération? Sur un produit myopie. Alors, on a dans notre portefeuille depuis quelques années, alors évidemment la myopie, c'est ce qui était dit avant, c'est une pandémie. Donc, on a dans notre portefeuille Nikon depuis plusieurs années un produit qui s'appelle Myopsy, donc qui est dédié à toutes les personnes myopes, parce que c'est une chose d'avoir une myopie évolutive, mais c'est une fois qu'elle a évolué, en fait, on a des myopes. On en a plein. Et ces gens-là, on sait qu'ils sont exigeants et dans la prise en charge, ce qui n'est pas toujours évident par rapport justement à leur exigence en termes d'acuité et de besoin de voir vraiment très très bien certains détails, etc. Donc on a ce produit-là qui est vraiment le produit le plus adapté aux myopes, qui a été conçu pour les myopes. Donc il est en termes de performance, en termes d'esthétique et de finesse et de poids. Et on est en train de travailler évidemment en termes d'innovation à un produit qui permettrait aussi de se positionner sur le créneau de ralentissement de la progression de la myopie auprès des enfants avec, comme on l'évoquait tout à l'heure dans la discussion précédente, un certain nombre aussi de contraintes, de suivi et de typologie de personnes sujettes, qui pourraient être clientes de cette typologie de produits-là. Donc oui, évidemment, on est sur le créneau myopie. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses par rapport, on a fait un bon tour déjà. Non, c'est à moi. Oui. Non, je voulais redire qu'en effet, l'expérience client, là, j'ai insisté pas mal au début, mais on la travaille beaucoup en amont de l'acte d'achat, parce que c'est là aussi qu'on peut vraiment construire un lien de confiance, de proximité. L'opticien partenaire et son client, on parlait de la zone de chalandise, donc on donne beaucoup aussi d'outils pour que notre opticien partenaire lui-même puisse communiquer en avance de phase avec les fameuses vidéos dont je vous parlais, mais via ses propres sites web, via son propre site internet, ou lui-même proposer des interactions dans son magasin avec des animations typiques, type ce qu'on avait fait il y a quelques années en 2018, le Vision Spa Tour, où il y a quelque chose aussi d'intéressant, de surprenant qui se passe en magasin. Donc ça, on travaille beaucoup l'avant, expérience client, et puis évidemment l'après, parce que au moment de la livraison c'est clé, mais il faut surtout que l'expérience client elle continue à être positive une fois qu'on a acheté notre paire de lunettes, une fois qu'on a eu cette dernière interaction physique avec notre opticien. Donc là aussi on donne pas mal d'outils à nos opticiens partenaires pour continuer à communiquer via du mailing, via des SMS avec leurs consommateurs, et on continue à pousser des vidéos type le coup d'œil pour que le professionnel dans sa zone de chalandise avec ses clients s'inscrive dans cette proximité et dans ce lien de confiance. Yannick qui demande par rapport au haut de gamme sur le Master 2 par rapport à vos autres verres progressifs, c'est quoi le pourcentage vous en vendez chez vous?
La question, c'est le poids Ouais, c'est de ça. notre haut de gamme en général Nikon par rapport à tous les autres verres progressifs. C'est ça, le Master 2. Ah, le Master 2 précisément? Oui, c'est ce que demande Ouais, le Annick. Master 2. Alors, Master 2 précisément, il faut que je regarde mes chiffres. D'accord. Pour vous le Mais dire. vous n'avez pas Mais une je peux vous fourchette, quoi? l'envoyer. Mais vous n'avez pas Je une ne l'ai pas fourchette. comme ça, mais D'accord. je peux vous l'envoyer, Benjamin. Non, mais Après. C'est Annick qui s'interroge, donc moi je reprends les questions. Je vous laisserai faire le lien avec Annick, du coup. Votre cible, vous, au niveau, c'est plutôt opticien indépendant ou franchisé? Alors, on fait tout, en tout cas, pour aller convaincre de plus en plus d'opticiens indépendants de la proposition de valeur de Nikon, parce qu'on pense aussi que ce sont ceux aussi qui sont très armés pour pouvoir défendre cette proposition de valeur. On partage le même ADN sur la valorisation de l'expertise, la santé visuelle, tout en faisant vivre quelque chose de différenciant. Donc, ça fait depuis maintenant 2 années qu'on essaie vraiment d'aller convaincre les opticiens indépendants que notre proposition de valeur Nikon, elle fait beaucoup de sens pour eux. Ok. Par rapport à l'expérience, Claire me demande l'expérience en amont. Comment vous pouvez se matérialiser-t-elle? Alors, je l'ai un tout petit peu évoqué avec le fait qu'on essayait de travailler la proximité, la confiance. Alors, évidemment, il y a des campagnes de médiatisation de la marque en télévision, en digital, qu'on gère au national, et puis on s'appuie aussi sur nos partenaires opticiens qui, eux, relaient cette marque en travaillant sur de la médiatisation locale dans leur zone de chalandise. Ça, je dirais, c'est pas traditionnel, mais en tout cas, c'est commun. Mais après, on travaille avec ces armes un peu singulières. Je parlais du Vision Spa Tour, donc ce qu'on a fait en 2018, ce qu'on a fait en 2019 avec le food truck. L'idée, c'est vraiment, en allant à la rencontre des Français dans différentes villes de France, de créer une interaction forte avec l'école sur des événements qui sensibilisent, qui font prendre conscience aux Français de leur vision, de leurs yeux, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, mais qu'ils font d'une façon surprenante. Et du coup, on associe la marque Nikon avec évidemment la vision, mais aussi avec une émotion positive. Et je vous explique tellement ça a plu ce type d'événement, on les a déclinés en fait en pack d'animation pour les magasins eux-mêmes. Alors malheureusement, depuis 2000, on ne peut plus faire ces. Oui, c'est ce que je pensais. Là, en ce moment, ces événements. D'ailleurs, je tiens mon public en haleine à propos d'événementiel parce qu'on fait beaucoup d'événements et de vrais événements, justement. Et je vous invite à rester jusqu'au bout du webinaire, s'il vous plaît, parce que on va avoir besoin d'échanger sur cette nouvelle vie, cette renaissance qui nous attend dans les prochaines semaines. Donc, restez bien connectés au passage. On va y venir. En tout cas, nous, la façon dont on s'est réinventé pour justement garder ce lien de proximité et qu'on avait avec ces événements, c'est de se dire, voilà, dans ces événements, on parlait de sensibilisation de façon un petit peu fun et décomplexée, et comment on pourrait le faire? Et c'est comme ça, en fait, qu'on a créé la série digitale dont je vous parlais, le coup d'œil, où on s'est dit, voilà, on va continuer à garder ce lien, à construire la confiance sur des choses très décomplexées, très faciles à comprendre, très simples, qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre sur des sujets qui pouvaient être parfois complexes. En amont, c'est plutôt ça qu'on fait. D'accord. Il y a Christophe qui travaille avec vous, je crois, parce qu'il l'indiquait, et qui est indépendant et qui dit, bon, la force de Nikon, c'est quand même le côté prestige exclusif du positionnement, et si c'est dans trop de magasins avec une volonté que ce soit dans beaucoup d'enseignes, effectivement, y a-t-il pas un risque de perdre sur ce côté exclusif? C'est la question que Christophe pose. Hein. Oui, je crois pas. Je crois que par contre, il faut qu'on travaille dur. Après, c'est vrai que c'est légitime. C'est-à-dire que quand quelque chose est rare, dans le luxe, on ne va pas évoquer d'ailleurs qu'ils se tiennent très bien les groupes luxe en bourse. C'est la rareté qui fait aussi, qui crée aussi le besoin et l'envie. Et donc, c'est à mon avis en ce sens que Christophe, positionné auprès de Nikon, évoque ses craintes. Donc, je voulais avoir un peu votre avis, votre retour. C'est légitime. Nous, le travail qu'on effectue, c'est de s'assurer, en effet, qu'on arrive, déjà à renouveler ce qui a plu aux premiers adhérents
proposition de valeur Nikon, comme semble l'être Christophe. Donc, renouveler ça. Donc, les écouter, renouveler, aller toujours vers des choses plus surprenantes, plus exclusives. Et puis après, il y a certainement aussi ne pas doter tous les magasins qui vendent un verre Nikon de toute l'expérience liée à Nikon. Je vous disais ça au tout début, c'est que Nikon, c'est pas que un verre. Peut-être que pour certains magasins, certains opticiens avec lesquels on travaillera, ça ne sera qu'un verre Nikon. Là où, sur des partenaires plus long terme avec lesquels on a construit aussi l'histoire de Nikon, on aura cette expérience beaucoup plus complète et du coup qui sera exclusive. Donc c'est sûr est-ce qu'on peut envisager aussi, vous faites peut-être l'exclusivité géographique, comme des montures par exemple, où l'opticien va avoir l'exclusivité de telle ou telle marque? Est-ce que ça se fait ça ou pas? C'est une question. Alors, je ne sais pas si légalement ça se fait. On essaye de le faire. En tout cas, on parlait d'Ultimate 7. Ultimate 7, il est contraint par un outil. Donc, de fait, si je décide, moi, Nikon, de ne pas donner à tout le monde cet outil, ce produit-là restera équilibré à un certain nombre d'opticiens. Il y a des façons de contourner. Je ne sais pas par qui on est écouté, j'espère pas par trop de monde qui pourrait se retourner contre moi, mais voilà, donc il y a toujours des moyens de gérer l'exclusivité, d'essayer, en tout cas, moi je parlais beaucoup de singularité, la singularité passe aussi par l'exclusivité, donc évidemment on va continuer à développer ça avec de nouvelles contraintes, des contraintes d'expansion, mais on a des solutions, on va continuer à en trouver, donc j'espère que ça rassure Christophe en tout cas. D'accord. Et le dernier point, il y a Jérôme qui parle effectivement, on parle beaucoup de marketing produit quand on parle d'expérience client avec tout ce que vous avez présenté et qui est effectivement très intéressant. Et il dit à quand une remise au centre de l'humain et non du produit. Mais je vais répondre peut-être aussi, et on l'a évoqué, c'est peut-être à travers aussi l'événement. Donc vous avez parlé justement sur des magasins type des spas ou autres et qui peut justement créer de l'humain à travers la marque par exemple. Alors pour moi c'est ce que vous dites Benjamin, il y a cet humain et c'est ça qu'on essaie quand on parlait de proximité, c'est cette proximité physique, je vais à la rencontre des gens dans leur ville au cœur de leur place et il y a évidemment l'humain, le rôle fondamental clé qu'a l'opticien dans le magasin pour venir accompagner les différents outils qu'on met à sa disposition. Un outil tout seul ne sert à rien. Un outil tout seul ne sert à rien. Un opticien qui n'embrasse pas, qui n'est pas dans la discussion avec, je ne vous apprends pas votre métier à tous les auditeurs, mais l'émotion qu'on évoquait depuis le début, elle passe par une interaction humaine beaucoup plus forte que par juste des outils. Les outils sont là pour accompagner et aller un petit peu plus loin dans l'émotion. Okay. Donc, elle est fondamentale, cette dimension. L'un va avec l'autre en même temps. L'un est complètement, enfin, je dirais même l'outil est au service de l'opticien et de l'humain dans le magasin, en tout cas, et on espère en amont de l'acte d'achat quand on pourra recommencer à faire nos événements. Ouais. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous. Merci de nos échanges. De toute façon, on va continuer à dialoguer en attendant le troisième interlocuteur et on reste en contact. Merci. Très bien, merci à vous. Bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir Céline. Donc, on a pas mal échangé là, avec nos deux intervenants. Voilà, donc on a parlé de lentilles, on a parlé de verre à l'instant. Et maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de monture. Comme ça, on aura un large panorama, on va dire, un échantillonnage de tout ce qu'on trouve dans notre profession. Et comme je vous le disais tout à l'heure, restez connectés jusqu'au bout parce que j'ai envie d'échanger sur justement l'événement, l'humain dont on a parlé. Et sachant qu'a priori, on arrive sur une sortie de crise et avec une vaccination à tout va qui nous permet d'espérer de jours meilleurs, je vais avoir besoin de vous et de votre analyse. Mais ça sera après la dernière intervention, donc où je vais avoir le plaisir d'accueillir Nicolas Moissé de chez Marcolin. Et on va échanger donc d'innovation et de sport également, qui reste une niche et donc certains opticiens veulent profiter. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Benjamin. Comment allez-vous? Très
Très bien, impeccable. Merci de m'accueillir ce soir. Eh ben, merci à vous d'avoir répondu présent. Donc voilà, l'idée est de discuter un petit peu donc d'expérience client, tout en parlant un peu d'innovation et de vous aujourd'hui chez Marcolin. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour justement permettre aux opticiens d'apporter et d'améliorer leur expérience client? C'est une large question. Aujourd'hui, en effet, on voit que les post-confinement, les attentes des consommateurs et les envies des consommateurs sont un petit peu différentes. Donc l'objectif, en effet, comme tout retailer, c'est de s'adapter au mieux à ces nouvelles attentes et à ces nouveaux consommateurs. Et c'est un jeu assez, on va dire, intéressant. C'est-à-dire que le monde change, le monde bouge. Et c'est intéressant justement d'identifier tous ces facteurs-là. Bien sûr. Et de les couvrir au maximum tout en trouvant son positionnement. L'idée, c'est pas de proposer une offre pour forcément la totalité des personnes, mais c'est de savoir se différencier par son offre et d'apporter une solution à des cibles qui aujourd'hui sont excessivement différentes. On devait parler, je crois, un petit peu de sport, d'Adidas aujourd'hui, qui peut justement être une alternative à l'opticien. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu justement en quoi Adidas aujourd'hui peut être une valeur ajoutée en magasin? Alors Adidas, déjà rien que pour parler de la marque, c'est une des marques, on va dire, les plus présentes à travers le monde. On connaît la Stan Smith, on connaît tous les équipementiers sportifs. C'est une marque qui a un taux de notoriété proche, très 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 proche de, on va dire, des 99,7%, je crois, en France. Donc c'est une marque où peu de nos concurrents peuvent se targuer de ça, à part Nike, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, il faut savoir que le marché du sport, et notamment de l'outdoor, c'est-à-dire que l'outdoor aujourd'hui, surtout après ce confinement, c'est un peu l'anti-Covid. Quand on regarde un petit peu les études, on se rend compte qu'en effet, il y a 75% de gens qui souhaitent passer leur été en pleine nature et qui souhaitent retrouver un petit peu l'extérieur, on va dire. Quand on regarde les chiffres également, on sait que 75% des Français pratiquent une activité au moins une fois par an. Quand je parle d'activité, c'est pas forcément du running, c'est de la randonnée, c'est des balades, on va dire, en pleine nature. Et ça, c'est un facteur important parce que c'est un équipement aussi différenciant. Il n'y a pas que la mode ou le côté esthétique, il y a aussi un côté très pratique qui est recherché. Aujourd'hui, il faut savoir que si on parle du running, parce que Adidas, contrairement, on va dire, à nos concurrents principaux, on va se positionner vraiment sur le marché du running. Le marché du running, c'est 2 fois le marché du foot en France. Donc Adidas, qui est évidemment une multinationale très importante, a identifié ce marché-là comme un vrai marché de possibilités de business. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 14 millions de runners en France, donc je pense que je peux vous mettre au défi. 14 millions de marathoniens? De marathoniens, je pense pas, en tout cas de runners, mais qui rêvent de peut-être être marathoniens. Est-ce que d'ailleurs il y a des runners avec nous ici présents? Identifiez-vous, comme ça on organisera un petit marathon. Avec plaisir, je suis marathonien, donc écoutez, voilà, à l'occasion. Je vais faire tester les lunettes Adidas à ce moment-là. Et donc, en effet, le marché du running, c'est le sport le plus facile. Aujourd'hui, pendant le confinement, c'était facile de sortir et de mettre ses baskets. Mais c'est quand même un budget moyen de 524 € par coureur par an. Et 19% consacré aux accessoires. Donc, il y a une vraie demande d'équipement et une vraie opportunité qui n'est pas aujourd'hui saisie du tout. Très peu, on va dire, par les opticiens. Donc l'idée, c'est d'avoir comme on disait, une expérience client, de questionner beaucoup le consommateur sur ces. Surtout qu'on est sur le plaisir. Surtout, c'est du plaisir, c'est un loisir. C'est du plaisir et puis c'est de la passion, même si c'est, on va dire, c'est très accessible à tout le monde. C'est ce qui est très bien avec le running, contrairement à d'autres passions, que ce soit la Formule 1 ou etc. Le running, c'est du quotidien, ça touche beaucoup de monde et c'est assez facile en effet d'avoir une offre. Combien ça coûte aujourd'hui une monture Adidas prix consommateur? Aujourd'hui, on a plusieurs offres évidemment, plus ou moins techniques, mais au prix consommateur, on est entre 100 et 199 € à peu près, selon la technologie. Ok. Et vous les faites à la vue? C'est possible de faire à la vue ou pas? Tout à fait. Alors, on a un système de clip qui se met donc au sein des lunettes, et certaines sont en effet équipées, peuvent être également être équipées à la vue. Après, sur Adidas, ce qui est très important, c'est le côté massification. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de coureurs qui courent aussi avec des lentilles, et la lunette apporte aussi quelque chose en plus. Donc, c'est pas qu'on se positionne pas de point de vue technique, hein. On a des produits, on a des verres adaptables à la vue, des verres photochromiques, des verres polarisants, des verres
pour améliorer les contrastes. On a les montures, je pense, les plus légères du marché, à 19 grammes, donc quelque chose quand même de très très léger, ce qui est super important sur le running. Mais c'est vraiment Adidas, une marque populaire. Quand je dis qu'il y a 14 millions de runners en France, sur les 14 millions, on a beaucoup qui courent en Adidas et beaucoup de gens sont équipés aussi en Adidas. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'équiper largement le marché et pas forcément le technicien. Ok. Le coureur technicien, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de looks. Hein. Aujourd'hui, quand on court, il suffit de se promener dans les rues et de voir le look des coureurs, que ce soit c'est important, quoi qu'il arrive, effectivement. Et vous êtes plutôt donc, sur le running. Par rapport aux sportifs, vous avez des ambassadeurs aujourd'hui qui représentent la marque, par exemple, sur lesquels les opticiens pourraient s'appuyer? Alors aujourd'hui, nos ambassadeurs, c'est des ambassadeurs, on va dire, les jeunes et largement, on va dire, équipés aussi par Adidas. Et comme je disais, Adidas s'est mis sur le trail. Donc aujourd'hui, on a des sportifs qui vont participer au JO de Tokyo donc cet été, qui commence fin juillet et août. Et donc on a Cassandre Beaugrand, Dorian Conin, qui sont des triathlètes qui sont très très suivis sur les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, c'est important parce que c'est une communauté. On a aussi Wilfried Apio, donc on a des sprinteurs, on a Mathilde Gouraud qui est cycliste avec beaucoup d'espoir, ou Sacha Zoya, donc beaucoup de sprinteurs. Mais voilà, comme je disais, on a des grands athlètes, mais on a aussi les Adidas Runners à Paris, par exemple, c'est plus de 60 000 runners sur la communauté, donc c'est des runners du quotidien, c'est aussi ça qui est important. Et on va travailler avec l'INSEP donc sur les nouveaux espoirs, on va travailler donc pour équiper on a équipé plus de 90 athlètes pour les JO, également la Fédération française d'athlétisme. Enfin, l'idée vraiment, on débute, hein, on a récupéré Adidas il y a un an, une année un peu difficile, et l'idée c'est vraiment d'être en accompagnement et d'avoir un relais 360, parce qu'on sait que aujourd'hui, l'acheteur qui cherche une lunette de sport, il va aller sur Internet, il va aller sur des blogs. On va essayer d'avoir des avis sur des blogs. Les opticiens aujourd'hui, comment ils peuvent capitaliser et comment ils peuvent et comment vous pouvez faire en sorte justement qu'Adidas leur amène de la visibilité et surtout des parts de marché? Est-ce que aujourd'hui vous avez par exemple pour aller parler direct, vous avez par exemple un site performant qui peut renvoyer vers des opticiens partenaires, où vous avez régulièrement des demandes, vous voyez ce que je veux dire? Tout le site Adidas permet on relaie tous nos distributeurs Adidas, sont relayés sur tous nos distributeurs Adidas opticiens en France, sont relayés sur le site Adidas, donc ça c'est une vraie opportunité, parce qu'aujourd'hui, un consommateur, il recherche sur Internet évidemment, il regarde sur le site Adidas, mais il a envie d'essayer sa monture, il y a une relation avec son opticien qui est en bas de chez lui, et aujourd'hui c'est l'objectif aussi, c'est qu'on ait des relais complètement fluides là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à interagir. Je vois que j'ai mes auditeurs qui sont à l'écoute. Peut-être qu'ils sont en train de faire même du sport, en train d'écouter, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'être de visu, mais c'est toujours aussi intéressant d'échanger, c'est un peu le but du webinar. Quel relais en magasin? Oui, est-ce que quel relais? On en a pas un peu parlé, effectivement. Donc, on a un peu parlé, mais là je disais, donc on a des athlètes qui vont être présents pour les JO cet été. D'accord. Et donc là on est en train de travailler sur des shootings avec nos produits, avec des athlètes français, et je pense que c'est un super relais sur communication, Vitrophanie, on peut viser voilà, ça. Tout à fait. Ouais. Tout ce qui est vitrophanie, tout ce qui est vitrine, relais sur les réseaux sociaux évidemment, parce qu'on fait beaucoup tout ce qui est vidéo. Les vidéos c'est super important aussi. On va avoir des vidéos des coureurs avec les lunettes, des coureurs français, hein, je le répète, parce que c'est important en effet qu'on soutienne nos athlètes et qu'on ait des images spécifiques. Donc on a tous ces relais-là qui sont disponibles. D'accord. Et également de la formation, hein, parce que en effet c'est des produits où c'est important d'avoir les mots-clés et de pouvoir s'adapter à son client. Ok. Écoutez, j'ai pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez ajouter un petit peu d'autres choses dont on n'aurait pas évoqué le sujet par rapport à… Voilà, également à venir hein, sur Adidas, Adidas se positionne dès 2024 comme un fer de lance, on va dire, sur la responsabilité, notamment sur les produits, on va dire, éco-responsables. Et donc, à partir de septembre, on lancera également une collection éco-responsable Adidas, ce qui est aussi très important aujourd'hui dans les besoins du consommateur. Très bonne question de Claire, et en plus, je l'avais préparée. Par rapport à vos concurrents, aujourd'hui, quelle est votre valeur ajoutée? Comment vous différenciez? Alors,
Premièrement, c'est la Oakley, force disons. de la marque, hein, c'est qu'on se positionne vraiment sur une marque qui a un gros affect. Et clairement, aujourd'hui, nos concurrents ne sont pas uniquement sur le marché du running. C'est Adidas se positionne vraiment sur le marché du running. Si on prend le concurrent numéro 1, c'est Oakley. Hein, Oakley, oui, on va parler et clairement. on va être clairement beaucoup plus sur du vélo, sur du surf, sur du ski. Okay. Et Oakley va se positionner vraiment, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, sur une clientèle d'aficionados de sport. C'est-à-dire de personnes qui vont vraiment être passionnées, vouloir s'équiper avec le côté très technique, etc. Adidas, sincèrement, pour être coureur au quotidien, quand je vais acheter mes chaussures, j'ai juste envie d'être bien dans ma chaussure, qu'elle ait un bon look, et je ne vais pas poser 17 000 questions. Si elle est légère, si elle a un bon look, si je me sens bien, si elle ne me pèse pas sur le si ma chaussure va bien, c'est pareil pour la lunette. Je pense que l'idée, c'est de toucher le plus large. Donc vous êtes en train de me dire qu'avec ma lunette Adidas, Thibaut ne pourra pas aller golfer alors? On peut toujours, parce qu'on a des verres color-up, etc. Et ça améliore les contrastes, ça améliore la perception, donc ce sera toujours un meilleur swing. Mais on n'est pas spécialiste du golf. C'est notre ambition, c'est vraiment de toucher. Si on touche les 14 millions de runners en France, on sera content, mais on le fera pas tout seul. Allez, super. Est-ce qu'il y aurait des modèles spéciaux opticiens ou pas? Ou sinon tout ce qu'on peut trouver tous les modèles à clip sont forcément spéciaux opticiens. Je pense qu'aujourd'hui, l'expertise opticien est super important. Aujourd'hui, on en trouve sur les magasins de sport. Sur des sites comme Iron. Pardon? On en trouve aussi dans les magasins de sport. Alors aujourd'hui, voilà, ce que je disais, on est présent sur Iron, etc. C'est ultra important aussi pour nous. Hein. Le coureur va sur Iron d'abord pour s'enseigner. On est présent aussi dans les magasins de sport, même si aujourd'hui, avec la pandémie, ils sont fermés, donc c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, clairement, notre premier réseau reste le réseau opticien. Et donc, on a une démarche proactive avec nos opticiens puisqu'on a toute une équipe de vente dédiée pour l'opticien, une équipe beaucoup plus restreinte pour le marché du sport. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie de nos échanges. Je vous en prie, avec plaisir. Et voilà, de toute façon, il y aura le replay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, non, on a fait un petit peu le tour, distribué dans les magasins, etc. Bon, on va rester entre nous. Merci. Merci Nicolas. Excellente soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon, bah écoutez, on est déjà à 1h15, hein, le temps passe vite. Et en fait, merci d'être resté. Vous êtes toujours nombreux. Restez s'il vous plaît, parce que j'ai un sondage à vous faire, à vous demander. C'est hyper important parce que nous, on capitalise sur l'humain, on a envie d'échanger, de se retrouver. Et je vous invite tous, d'ailleurs, ici présents, à qu'on se retrouve prochainement, en juin, pour faire la fête, pour passer un moment d'allégresse, de joie, d'échange et de partage. Voilà, les webinars c'est bien, le virtuel c'est bien, mais le réel c'est mieux. Et je voulais avoir votre avis justement par rapport à ça. On vient de poster quelque chose. Si vous pouvez regarder sur LinkedIn à l'instant, il y a quelques minutes, parce qu'en fait l'idée c'est si je vous invite et on fait un événement à 200-300 personnes le 9 juin, le 9, 10, 12 juin, avec le calendrier Macron qui prévoit justement la possibilité d'organiser à nouveau des événements et des foires, jusqu'à 5000 personnes, c'est pour dire. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous recevez l'invitation, vous êtes prêt à vous y rendre et voilà, spontanément, ou est-ce qu'il y a certaines réticences? Voilà, j'ai besoin d'avoir votre avis, pas forcément sur la plateforme, s'il vous plaît, parce qu'on a fait un sondage LinkedIn où derrière, jusqu'à demain, après-demain, on va récolter. Donc, si vous pouvez, je vais vous donner de toute façon toutes les informations, etc. Mais l'idée, c'est d'aller là-dessus. Je vous montre. Donc, la page donc, sur LinkedIn, Cercle Optique, s'il vous plaît. On vous donnera après toutes les informations. L'idée, c'est qu'on va l'organiser, cet événement, à condition, parce qu'on attend pas mal de monde. Ça sera en Île-de-France, dans un endroit sympa. Mais avant d'organiser, on veut savoir si derrière, il y a cette envie de se retrouver, cette envie, ou bien, certaines réserves par rapport à un climat et par rapport à certains doutes qui ne sont toujours pas levés. S'il vous plaît, rendez-vous sur Cercle Optique, sur la page LinkedIn. Cercle Optique, on a mis un post à ce sujet par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc, je vous attends et jusqu'à demain, de toute façon, vous allez pouvoir répondre. Voilà. À cette question, tout simplement.
Voilà, je vous remets ici. Donc, je ne sais pas, oui ou non. Voilà, donc effectivement, l'idée, ça sera quoi? Ça sera tout simplement de se retrouver, nous, opticiens, avec des fournisseurs. Il y aura des montures, des verres, des lentilles, et d'échanger, voilà, une soirée. Et donc, voilà. Donc, c'est tout. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé le webinar, c'est important de, voilà, de soutenir parce que on a besoin, notre équipe marketing et d'événementiel a besoin d'avoir un maximum d'avis et d'opinions. Et en fonction de ça, dans les tout prochains jours, on annoncera ou pas la décision d'organiser ou peut-être le reporter à septembre. Merci à vous tous. J'espère que vous avez passé voilà, un bon moment. C'était la 13e édition donc, du grand rendez-vous des professionnels de l'optique. On était à un moment plus de 150, 170. Donc c'est voilà, c'est toujours un plaisir et c'est important de rester unis, de rester soudés. Si vous avez besoin d'informations, d'échanges, de services ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail contact@cercleoptique.fr contact@cercleoptique.fr de services, de rétrocession, d'aide à la communication, et même de services divers, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour apporter que des services d'optique. On a aussi tout un pôle de comptabilité, avocat d'affaires et toute autre entreprise qui peuvent être utiles pour la vie de chaque opticien, de chaque entrepreneur. Et donc aujourd'hui, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si vous avez des besoins divers. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de se retrouver pour un prochain webinar. Au revoir.